Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Nous sommes le samedi 20 juin 2026 et il fait chaud en France. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Au sommaire aujourd'hui, nous avons 5 sujets qui couvrent un large spectre de la menace cyber. Elastic Security Lab publie un guide complet pour intégrer et exploiter les journaux Azure AD Graph Activity Logs, longtemps absents des capacités de détection des SOC. Le Sens Internet Storm Center documente une technique de phishing bancaire reposant sur des adresses IPv4 encapsulées dans IPv6. Microsoft attribue au groupe nord-coréen Sapphire Slit une attaque par compromission de la chaîne d'approvisionnement NPM visant le framework Mastra AI. Brian Krebs, notre journaliste d'investigation favori, nous détaille les liens entre le botnet Popa, adossé au malware VOD 1D, et la société israélienne cotée Alarum Technologies via son service de proxy résidentiel NetNut. L'éditeur WordFence alerte sur l'exploitation massive de la vulnérabilité concernant la CVE 2026-4020 dans le plugin WordPress Gravity SMTP avec plus de 17 millions de tentatives bloquées. Eh ben l'actualité est brûlante, hein. Oh, la transition à 2 cents, faut que j'arrête. Elastic Security Labs publie une analyse détaillée sur l'ingestion et la détection des menaces à partir des Azure AD Graph Activity Logs dans la pile Elastic. Pendant près d'une décennie, les appels à l'API Legacy Azure AD Graph hébergés sur graph.windows.net échappaient totalement à la visibilité des équipes de défense. Faute de flux de journaux accessibles aux clients, Microsoft a rendu cette catégorie de diagnostic disponible début 2026. Ça comble un angle mort majeur. Elastic détaille la mise en place du pipeline d'ingestion via Event Hub, le mapping ECS des champs clés comme Event.action, User Agent Original ou API version. Et il va fournir des règles de détection prêtes à l'emploi. Parmi les cas d'usage, la détection de Rod Dracon, l'outil d'énumération de Dirkjan Mollema, qui génère plus de 2000 appels AAD Graph en 1 minute avec un User Agent AIO HTTP caractéristique. L'article rappelle enfin que l'API Legacy reste interrogeable dans la majorité des tenants et que la version interne comme la 1.61 internal expose des données inaccessibles via Microsoft Graph, ce qui en fait une cible privilégiée pour les attaquants. Il y a 5 règles de détection qui couvrent les user agents suspects, les ratios élevés d'erreurs 4xx, les paires clients-utilisateurs inhabituels, les ASN atypiques et les séquences de device code flow suivies d'énumération. Bref, c'est à lire. Le Sens Internet Storm Center, par la voix de Xavier Mertens, documente une campagne de phishing bancaire ciblant un établissement belge. Le point technique distinctif réside dans la construction d'une URL malveillante. L'attaquant va utiliser une adresse IPv4 encapsulée dans une IPv6 selon le mécanisme IPv4 Mapped IPv6 Address défini dans la RFC 4291. Concrètement, l'URL se présente sous la forme HTTP ://FFF, voilà, c'est de l'IPv6, où les deux derniers groupes hexadécimaux correspondent à 4 octets d'une IPv4. Donc ça va être la 85.17.116.190. C'est vraiment bien fait comme papier. Et cette notation va contourner les contrôles de sécurité simples qui extraient les domaines ou adresses IP par expression régulière classique. Car la syntaxe entre crochets est interprétée comme une adresse IPv6 littérale et l'adresse IP ne dispose d'aucun enregistrement DNS, ce qui va ajouter une couche d'évasion. Et la page redirige ensuite vers un kit de phishing hébergé dans un sous-domaine qzz.io, et le cas illustre l'importance de prendre en compte les différentes représentations d'adresses IP dans les mécanismes de filtrage d'URL. C'est un super papier de Xavier Martens, je vous le recommande fortement. Microsoft a attribué avec un haut degré de confiance au groupe nord-coréen Sapphire Slit, également connu sous le nom de Blue North, l'attaque par compromission de la chaîne d'approvisionnement NPM visant le framework d'intelligence artificielle Mastra. Selon Blipping Computer, les attaquants ont compromis le compte NPM NDDero, disposant des droits de publication sur l'ensemble du scope @mastra, puis ont injecté une dépendance malveillante nommée EasyDay.js. C'est un typo squatting de la bibliothèque légitime Day.js. Plus de 140 paquets ont été modifiés. À l'installation, c'est un hook post-install qui exécutait un dropper obfusqué qui désactivait la vérification des certificats TLS, qui contactait l'infrastructure C2 et déployait une payload de second niveau. Ce dernier est un infostealer multiplateforme ciblant Windows, Linux et macOS, conçu pour collecter les historiques de navigation.
les processus actifs et vérifier la présence de 166 extensions de portefeuille de crypto-monnaies, dont MetaMask, Phantom et Coinbase Wallet. La persistance s'appuyait sur les clés RUN du registre Windows, les Launch Agents de macOS et les services systemd de Linux. J'ai retenu un article de Brian Krebs qui a publié une enquête approfondie sur le botnet Popa. C'est un composant du botnet VO1D qui ciblait les boîtiers TV Android non officiels et selon les rapports convergents de Quirium, Cynthia Spur et Nokia Deepfield, Popa est lié au service de proxy résidentiel NetNut opéré par la société israélienne cotée Alarum Technologies. Le botnet qui maintient entre 1,5 et 2,5 millions d'adresses IP distincts par jour, selon l'Human Black Lotus Labs, transforme les appareils infectés en nœuds de proxy résidentiels utilisés pour du scrapping de données, de la fraude publicitaire et des prises de contrôle de compte. Cynthia affirme qu'avec un haut degré de confiance que le trafic sortant des appareils exécutant Popa est routé vers les clients NetNut et l'enquête révèle également que plus de 42% des applications disponibles sur les téléviseurs LG sous WebOS et plus de 25% sur les Samsung sous Tizen intègrent des SDK de proxy résidentiel. Vous vous rendez compte ? Infoblox rapporte que 65% de sa base client émet des requêtes DNS vers des domaines liés à des proxys résidentiels avec plus de 500, oui j'ai relu plusieurs fois l'article, 500 milliards de requêtes mensuelles. Ça vaut le coup de mettre un peu de sécurité devant son téléviseur. L'éditeur WordFence signale l'exploitation active de la vulnérabilité CVE 2026-4020. C'est une faille de divulgation d'informations de sévérité moyenne avec un score CVSS de 5.3. Donc jusque-là, rien de très méchant. Comme quoi le score CVSS, c'est vraiment pas le truc à regarder. Quand quelqu'un vous dit « je fais ma cybersécurité en regardant le score CVSS », comment dirais-je ? Laissez tomber, c'est un poney. Alors on le dit pas comme ça, on dit que c'est une personne qui est en acquisition de maturité. Donc ce fameux score CVSS de 5.3, ça affecte le plugin WordPress Gravity SMTP installé sur environ 100 000 sites. La faille réside dans un endpoint REST API enregistré avec une permission callback qui retourne systématiquement flou, qui permet à tout visiteur non authentifié d'accéder à un rapport système complet d'environ 365 kilooctets en JSON. Ce rapport va exposer la version PHP, les extensions chargées, les versions du serveur web, les noms des tables et de la base de données, les plugins actifs avec leur version, et surtout les clés API et tokens OAuth configurés pour les intégrations email, notamment Amazon SES, Google, Mailjet, Recent et Zoho. Bref, ça s'appelle un travail de reconnaissance en bonne et due forme. WordFence a bloqué plus de 17 millions de tentatives d'exploitation à ce jour, avec un pic dépassant 4 millions de requêtes par jour autour du 6 juin 2026. Bien entendu, un correctif est disponible dans la version 2.1.5 du plugin. Et voilà, ce 674e épisode s'achève ici. Vous trouverez toutes les sources qui ont été utilisées pour faire cet épisode dans la description de celui-ci ou sur le site de radiocessor.org. Prenez soin de vous, restez au frais, buvez de l'eau. Oui, de l'eau, on parle d'eau, hein. L'alcool c'est pas bon par ces températures. On ne réfléchit pas, on patch. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Au revoir.